Bienvenue sur le podcast Plan Aidant, le podcast des aidants. Plan A, plan aidant, parce que quand on est aidant, on apprend rapidement qu'il n'y aura pas de plan de vie établi, pas de plan B et qu'il faudra tout le temps s'adapter. Et qui mieux qu'un aidant peut témoigner de sa situation, de sa vie aux côtés d'un aidé? Et qui mieux qu'un aidant peut conseiller des services qui améliorent son quotidien et celui de son proche? Je m'appelle Sigrid Jo. J'ai été pendant 15 ans l'aidante de ma mère qui souffrait de la maladie de Parkinson. Je suis également la cofondatrice des Aidantes & Co, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Nous conseillons les entreprises à mieux accompagner leurs collaborateurs aidants pour gagner en impact social. Nos objectifs, aussi bien pour les Aidantes & Co que pour le podcast Plan Aidant, c'est sensibiliser à la cause des aidants et favoriser leur inclusion dans la société. Dans chaque épisode, je dialoguerai avec des aidants engagés et positifs, ou alors je chercherai à mettre en lumière des structures qui proposent un nouveau service utile aux aidants. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous. La Fondation Paralysie Cérébrale m'a contactée sur mon site planaidant.fr pour me parler de la pathologie de la paralysie cérébrale, qui est la première cause de handicap moteur de l'enfant, et qui m'a parlé aussi de vous, Christian, qui êtes l'aidant de votre petit-fils Mathéo, qui a aujourd'hui 13 ans et qui est atteint de paralysie cérébrale. Bienvenue Christian sur mon podcast Plan Aidant. Bonjour Sigrid. Alors Christian, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation de Mathéo et votre rôle à ses côtés? Eh bien, Mathéo est mon petit-fils, donc il a aujourd'hui 13 ans. Il est né avec une paralysie cérébrale suite à un accident périnatal. Ce handicap lui cause une gêne au niveau de la mobilité et de la motricité. Et vous, Christian, qu'est-ce que vous faites avec Mathéo? Comment est-ce que vous l'accompagnez? Alors Mathéo, je suis son principal aidant, je ne suis pas le seul, mais je l'accompagne 5 jours sur 7 pendant toutes les journées de la semaine, pendant que ses parents travaillent. Donc je le prends en charge en général le matin à partir de 7h30 et puis l'aide à se préparer le matin parce qu'il a besoin d'une aide. Je l'accompagne à l'école, je vais le rechercher à l'école. Le midi, nous faisons déjeuner à la maison. L'après-midi, il retourne au collège puisqu'il est en collège public et le soir, je l'aide à faire ses devoirs et je l'accompagne également à tous les soins qu'il a en externe, les séances de kinésithérapie, séances de psychomotricité, orthophonie, ergothérapie et en même temps, il a des activités ludiques telles que la musique et le sport. Bon, alors du coup, j'ai beaucoup de chance de parler avec vous, Christian, parce que je pense que vous avez un emploi du temps très chargé. Donc, merci beaucoup de participer à mon podcast. Et ce que je trouvais assez incroyable dans votre histoire, c'est que c'est vous, le grand-père donc de Mathéo, qui arrête de travailler pour s'occuper de son petit-fils. Et c'est ce qui m'intéresse de voir avec vous ce matin, c'est de savoir qu'est-ce que ça a été votre motivation pour arrêter de travailler et vous occuper de Mathéo? Quand Mathéo est né, on a appris tout de suite qu'il aurait un handicap. On ne connaissait pas l'envergure du handicap, donc bon, au début, sa maman a arrêté de travailler, donc c'est elle qui s'est occupée de Mathéo. Mais moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur ce type de handicap. Tout le temps où il a été suivi par le CAMS, c'est sa maman qui s'en occupait, et à partir de l'âge de 6 ans, il est sorti du CAMS pour passer en libéral et à l'école publique. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de travailler pour m'occuper de lui, pour accompagner et aider ma fille et mon gendre autour de Mathéo. Donc j'ai proposé à mon employeur d'arrêter de travailler et de prendre ma retraite un petit peu par anticipation, de manière à pouvoir m'occuper à 100 de Mathéo à partir de l'âge de 6 ans. Alors ce que je trouve fou, c'est le nombre de personnes, le nombre de couples qui divorcent ou qui se séparent à l'annonce du handicap d'un enfant. Vous m'avez dit que c'était un couple sur 3 qui divorçait lorsqu'il avait un enfant porteur de handicap et que c'est généralement la maman qui s'occupait ensuite complètement de son enfant. Donc je trouve que déjà de manière pour l'affectif, c'est super d'avoir fait ça. Et ensuite, par rapport à votre employeur, comment ça s'est passé justement l'annonce à votre employeur? Déjà, dans toutes les recherches et la littérature que j'ai lue, je m'étais aperçu effectivement que des couples ne résistaient pas en général au handicap. Alors 1 sur 3, c'est peut-être beaucoup, les statistiques sont pas hyper précises sur le sujet, mais c'est beaucoup et nous, on a voulu sauvegarder la vie de couple de nos enfants, hein, et ça paraît tout à fait logique.
J'ai annoncé, dès la naissance de Mathéo, j'ai annoncé à mon employeur que j'avais un petit-fils qui était porteur de handicap et donc en lui disant qu'il m'arriverait probablement d'être dans l'obligation de l'accompagner, dans des rendez-vous et donc de prendre des demi-journées, des journées pour pouvoir l'accompagner. Le fait que j'ai annoncé tôt ce handicap, à mon employeur fait qu'il a été au courant et il m'a laissé, une certaine marge de manœuvre pour gérer mon emploi du temps, C'était il y a et combien de temps, Christian, juste pour qu'on ait un peu une temporalité par rapport à ça? Quand est-ce que vous avez annoncé à votre employeur et quand est-ce que ça a été effectif le fait que vous, partiez de l'entreprise pour vous occuper de Mathéo? Alors, j'ai annoncé à mon employeur dès la naissance de Mathéo, en juillet 2009. Pour nous, ça a été une bombe atomique, hein, dans la vie, familiale. Donc il a été, informé, immédiatement et puis, j'ai commencé à lui dire, dès que Mathéo a eu l'âge de 4 ans, que j'allais prendre, du temps, plus de temps pour accompagner et aider, Mathéo dans sa vie, quotidienne. Alors pour ça, j'ai bénéficié bien entendu de facilités grâce à un compte épargne-temps que j'avais, constitué. Donc j'avais beaucoup de jours dans mon compte épargne-temps, ce qui fait que, dès l'âge de 4 ans de Mathéo, j'ai pu prendre 2 jours par semaine en utilisant mon compte épargne-temps pendant une année complète. Donc je ne travaillais plus que 3 jours par semaine, ce qui me permettait déjà de commencer à faire mon rôle d'aidant auprès de Mathéo. Et puis, dès que Mathéo a eu l'âge de 6 ans, là, j'ai carrément utilisé mon compte épargne-temps pour pouvoir, anticiper mon départ à la retraite. Et donc j'ai arrêté de travailler, quand Mathéo a eu, 6 ans pour pouvoir l'aider complètement. Et ça s'est parfaitement bien déroulé avec mon employeur qui m'a laissé gérer et organiser, vraiment tout ce que j'avais imaginé, lui proposer. Il l'a accepté et on a fait en sorte avec le service des relations humaines que tout se passe bien. Est-ce que vous vous rendez compte, Christian, comme vous êtes innovant? À l'époque, dans l'entreprise dans laquelle, j'ai travaillé, il y avait déjà eu un cas, dans une région et je me suis référé à ce cas-là pour pouvoir mettre en place, ma propre organisation. Donc j'ai pas copié-collé, mais je me suis servi de ce premier cas, de ce préalable, de manière à pouvoir le mettre en place et je pense que c'est quelque chose d'utile maintenant pour dire aux gens, quand on anticipe bien, vous avez des possibilités de mettre en place. Bien entendu, il faut que, malgré tout, l'employeur soit réceptif. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je trouve que la situation et la manière dont vous l'avez traitée est innovante parce que justement, déjà, vous êtes un homme et un aidant et de demander à son employeur, du temps justement pour, s'occuper, de son proche, c'est quand même incroyable et je trouve que, c'est aussi, très révélateur. C'est pour ça que je vous demandais la date à laquelle 2009, c'est récent et en même temps c'est très ancien. Quand on voit les discussions qui existent aujourd'hui par rapport à la conciliation des temps de vie, vie professionnelle, vie personnelle quand on est aidant, et le nombre de personnes qui n'osent pas dire encore à leur employeur leurs besoins par rapport, à ça. Moi, je dis chapeau, je suis sûre que ça va intéresser, beaucoup des auditeurs, du podcast. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Votre employeur, qui a été très bienveillant par rapport à votre situation, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a ressenti, par rapport à votre situation? Moi, j'avais la chance d'être très proche, du manager de la banque dans laquelle je travaillais, puisque j'étais proche du directeur général et du directeur commercial. Donc, ils ont été assez paternalistes avec moi, donc ils m'ont vraiment laissé je crois que même qu'on a été précurseurs de la mise en place du télétravail, puisque quand j'avais des besoins, ils me laissaient, travailler à la maison pour pouvoir garder Mathéo ou, quand il est arrivé 2-3 fois que j'ai eu des déplacements, on me laissait travailler, en dehors du champ, traditionnel, du travail classique. Donc, j'ai eu cette chance-là quand même d'avoir, des employeurs qui ont bien compris la situation et qui m'ont permis d'avoir les moyens matériels de pouvoir, travailler dans les meilleures conditions, aussi bien personnelles. Alors c'est peut-être plus facile parce que je suis un grand-père et peut-être pas les parents. C'est-à-dire que moi, ma carrière était arrivée au bout. Je comprends qu'un parent qui a, 35-40 ans peut avoir du mal à annoncer un handicap en disant à son employeur: je vais être obligé de prendre du temps, ça peut ralentir son évolution. Moi, je n'avais plus tout ça à gérer non plus. Il y a peut-être donc un côté un peu plus facile, malgré tout. Je trouve que de proposer ce genre de solution, par l'employeur, pour mieux concilier sa vie, professionnelle et personnelle, c'est tout à fait, ce qu'on souhaite aujourd'hui dans la majorité des entreprises.
Alors, vous nous avez dit et on n'a pas besoin de savoir dans quel, groupe bancaire vous travaillez, mais ce que je trouve aussi, c'est dans les grands groupes, ça doit être plus facile aussi à mettre en place ce genre d'adaptation. Ce qu'il faudrait aussi, c'est que maintenant ça essaime justement dans les plus petites entreprises, que ce soit des ETI ou des petites entreprises, qu'il y ait des moyens qui soient, prévus pour, mieux accompagner, les proches aidants. Depuis que j'ai arrêté de travailler, maintenant dans les grandes entreprises, il y a un référent handicap, ce qui n'existait pas à l'époque. Donc moi, j'étais, également élu dans les instances représentatives, du personnel. Donc ça a simplifié peut-être les choses parce que j'étais malgré tout proche un petit peu de tout ce qui se faisait également dans d'autres entreprises via mes collègues des syndicats dans les autres entreprises. Donc c'est pour ça qu'il faut être toujours au courant de ce qui se passe au niveau social dans l'entreprise. Moi, j'ai connu des personnes, par exemple, qui ne connaissaient pas les droits qu'ils avaient quand ils étaient parents d'enfants porteurs de handicap. En même temps, j'ai été force de proposition à l'employeur. C'est-à-dire que, au départ, lui m'a dit: «Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous?» Et c'est moi qui ai trouvé les solutions et qui les ai proposées. Comme quoi il faut un éclaireur. Exactement, ouais. Un éclaireur et nous aussi ce qu'on se dit, un référent handicap pourrait aussi, soit devenir un référent aidant, donc bien connaître les droits et les obligations, des aidants ou alors avoir en parallèle un référent aidant, c'est-à-dire un référent handicap et un référent aidant envers qui on a confiance et à qui on peut aller, poser, différentes questions. Je vous suis, à 100 sur cette question. Alors Christian, vous m'avez dit quelque chose que j'ai trouvé très touchant quand on a préparé, notre échange. Je vous ai demandé, comment ça allait avec Mathéo et quel était votre lien? Parce que, vous passez beaucoup de temps, ensemble, au-delà d'être, grand-père et vous m'avez dit que vous étiez des siamois. Ah oui, oui. Dès 7:30 le matin jusqu'à peu près 18:30-19:00 le soir, on est ensemble, hein. Il y a juste les temps d'école où je l'ai pas avec moi, mais comme je l'accompagne partout, on passe beaucoup de temps dans les voitures, dans la salle d'attente dans les salles d'attente, et en plus, je suis, le référent porte-de-parole entre les thérapeutes, l'école et les parents. Je suis le transmetteur des messages des uns vers les autres, ce qui fait que, je parle beaucoup et alors Mathéo maintenant, comme il est adolescent, il a aussi le droit à la parole, hein, quand il était petit, un petit peu moins, mais maintenant il a le droit à la parole et il s'en sert. Donc tous les 2, on a une complicité, qui est, au-delà de la simple relation, grand-père petit-fils. On est copains, on est, coach l'un de l'autre. Moi, il me donne des leçons de vie extraordinaires, il est souriant, à chaque fois qu'on lui demande comment ça va, il a la bouche qui va d'une oreille à l'autre, donc moi c'est une joie de vivre, hein, donc voilà. Alors on a besoin quand même de temps en temps des week-ends pour relâcher la pression et quand on se voit le week-end, on se voit comme grand-père, petit-fils. Quand il est avec ses parents, je ne l'aide pas. Ah! C'est intéressant. Voilà, je quand il est avec ses parents ou quand il est avec ses autres grands-parents, moi je me mets en retrait. On change de rôle. C'est génial. Alors, vous me dites ça et je sais en même temps que vous faites plein de choses et que le week-end, comme à d'autres moments de la journée aussi, sont bien occupés par, vos activités, bénévoles. Est-ce que vous voulez bien, me parler de votre association? Quand j'ai appris le handicap de Mathéo et que c'était un handicap qui était, très fréquent mais pas bien connu, j'ai décidé de créer une association qui s'appelle, les Amis de Mathéo. Avec cette association, je suis devenu, partenaire de la fondation Paralysie cérébrale, alors un tout petit partenaire de rien du tout, mais de manière à Quand même. communiquer sur ce handicap. C'est-à-dire que je trouve qu'il y avait un manque de communication sur ce sujet. Donc j'ai décidé avec les Amis de Mathéo d'avoir 3 objets, dans l'association. La première, c'est l'aide de parents, qui en auraient besoin, donc de parents d'enfants, porteurs de paralysie cérébrale qui en auraient besoin. Donc il suffit qu'ils me fassent une demande et si je peux les aider, je les aide, alors financièrement pour du matériel ou des choses de ce genre-là. Le deuxième objet, c'est la communication sur la paralysie cérébrale. Donc j'ai copié des panneaux, j'ai fait éditer des kakémonos, des roll-up et je participe à des forums handicap, dans ma région ou dans la vallée de Montmorency, de manière à parler, de ce handicap-là, du livre blanc, sur la paralysie cérébrale et de tous les projets de recherche qui sont mis en place sur ce sujet. Et puis, le troisième objet, c'est que je collecte des fonds et ces fonds, me servent soit à aider les parents, à financer la communication quand, il y en a besoin et puis, quand j'ai des reliquats, ces 2 dernières années, ça a été un petit peu plus dur pour collecter,
Mais quand j'ai du reliquat, eh bien, je fais des dons à la fondation et j'incite également la plupart de mes partenaires à devenir également partenaires de la fondation Paralysie cérébrale. Pour réaliser l'objet de cette association, j'organise des événements tout au long de l'année. J'ai différents événements, comme là, on vient de faire la galette des héros, au mois de janvier. Prochainement, nous organisons un dîner-spectacle le samedi 8 avril, donc à la salle des fêtes de Deuil-la-Barre, qui aura pour thème de Paris à Lisbonne en chanson, donc animé par Daninger dos Santos. Alors pourquoi de Paris à Lisbonne? C'est que Matteo est d'origine portugaise également, sa famille, donc c'est pour ça qu'on fait ce parallèle entre Paris, la région parisienne où il habite, et Lisbonne au Portugal. Nous participons tous les ans au mois de juin à la course des héros. Ça sera en 2023 notre 12e participation à la course des héros. On organise toujours un événement également le 6 octobre parce que c'est la journée mondiale de la paralysie cérébrale. Donc on fait ou un petit spectacle ou une animation photo. Enfin, on essaye d'organiser un petit quelque chose. L'année dernière, il y a eu 2 petits concerts. Un concert avec Michel Delègue, qui est un auteur-compositeur qui a composé une chanson qui s'intitule Maté Matteo. Donc vous pouvez aller chercher sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Et puis on a fait également un concert de gospel à l'église de Deuil-la-Barre qui était une superbe soirée pleine d'ambiance. Super actif, Christian, bravo. Et le 6 octobre, c'est la journée nationale des aidants aussi. Oui, en même temps. Voilà, ça tombe en même temps. Ouais, ouais. Alors, Christian, merci beaucoup d'avoir participé, au podcast. Il y a une question, qui me brûle les lèvres parce que vous êtes le premier homme que j'interroge sur le podcast. Pour l'instant, je n'avais interrogé que des femmes. Je pense qu'il y a une sororité, et puis aussi, peut-être, une facilité, à parler quand on est une femme. Et justement, j'ai une question pour vous. C'est qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pourquoi, il y a peu d'hommes, finalement, qui parlent et qui font part de leur expérience d'aidant? Sincèrement, je ne sais pas. Moi, j'en parle facilement. Je parle facilement du rôle que je tiens parce que c'est en même temps une fierté pour moi que de parler, de ce que je fais pour Matteo. Et puis, alors il y a je pense que ça évolue quand même un peu et j'ai vu tout récemment, le film d'Elysée Moon sur l'aide qu'il a apportée Mmh, à son père ouais. et je pense que ce film-là devrait être diffusé régulièrement pour bien montrer ce qu'est le rôle d'un aidant et notamment d'un aidant d'une personne âgée, pour l'accompagner jusqu'à la fin et il montre bien toute la sensibilité qu'il faut avoir pour être aidant et pour aller jusqu'au bout de ce métier d'aidant. C'est sûr que moi, dans les salles d'attente, je suis souvent le seul homme, souvent. Alors pas quand il s'agit de nourrissons. Quand il y a des nourrissons, je vois par exemple au centre de kiné, pédiatrie, qui fait en même temps respi et orthopédie. Quand ce sont des nourrissons qui ont des problèmes respiratoires, il y a souvent des papas qui sont là. Quand on passe dans un âge un petit peu plus avancé de l'enfant et adolescent, on ne voit plus que des mamans dans les salles d'attente. Enfin, c'est un constat. Je ne sais pas pourquoi les hommes n'y vont pas plus, probablement pour des questions d'organisation de vie professionnelle ou choses de ce genre-là, mais je sais pas. Pourtant, c'est tellement plaisant d'être un aidant, c'est tellement chaleureux, et puis on fait des tas de rencontres qui sont extrêmement intéressantes. Merci beaucoup pour le message d'amour et de bienveillance que vous apportez, avec moi. J'espère aussi que, du coup, ça va ouvrir la parole, hein, lever un tabou et ouvrir la parole et peut-être que des hommes aussi, des pères ou des aidants qui accompagnent, leurs proches, vont me contacter pour, venir, échanger avec moi sur, le podcast. Ça me ferait, très plaisir. Oui, puis ça permettrait, aussi de partager des expériences, puisqu'on peut toujours s'enrichir les uns des autres, hein. Exactement, c'est tout à fait l'objectif, du podcast, merci de le rappeler aussi. Merci beaucoup Christian d'avoir, participé, au podcast, Plan Aidant. Je vous souhaite, une bonne continuation, surtout avec Matteo et puis aussi avec votre association. Merci beaucoup Christian. Merci, très bientôt. Si cet épisode de Plan Aidant vous a plu, pensez à le partager autour de vous, à écrire un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité du podcast sur Instagram ou Facebook en cherchant Podcast Plan Aidant. Et n'hésitez pas à me contacter. À très vite!